Et salut à toi les internets, on commence cette revue de presse d'un nouveau genre. Tu ne l'attendais pas, c'est sûr, en tout cas je te la donne. Voici les quelques informations qui ont retenu l'attention de nos veilleurs d'actualité tech sur écranmobile.fr et @écranmobile.fr. On commence avec un article de Capital qui nous annonce que les ventes de smartphones continuent de s'effondrer et subissent de fait le contre-coup de l'inflation mondiale. Dans un article de Capital qui cite le cabinet d'études Canalys, avec une baisse de 9% cumulée sur un an, le marché mondial des smartphones a enregistré son troisième déclin consécutif, c'est-à-dire 3 trimestres consécutifs de déclin sur une année, et visiblement ce n'est pas prêt de s'arranger. Le cabinet d'études Faber-Novel essaye de lutter un peu contre la sinistrose du Web3, puisque 2022 aura été celui du crash de la valeur des crypto-monnaies et du crash de la spéculation des NFT, des tokens, des jetons non fongibles. De là à penser que les promesses du Web3 n'étaient que chimères, il n'y a qu'un pas qu'essaye de justement ne pas franchir le cabinet Faber-Novel, qui pointe dans une série de slides disponibles sur le site que vous trouverez en lien en description les acquis déjà réels et efficaces du Web3 dans notre vie quotidienne, et par exemple la possibilité de tracer et de rendre transparent le processus de fabrication d'un produit depuis le sourçage de ses matières jusqu'à la vente et l'acquisition, avec une trace non transformable de tous les maillons, par exemple, d'une chaîne de valeur qui serait amenée depuis la matière première jusqu'au produit, mais aussi dans le même ordre d'idées, fluidifier des transferts de données en valorisant les apports de chacun des participants. Prenons par exemple un média qui serait fonctionnel sur base de Web3, on pourrait imaginer que le graphiste, le journaliste, le développeur, le marketeur, etc. soit signifié dans la base de données Web3 et qu'on puisse donc rétribuer chacun en fonction des apports réels qu'ils ont eu par rapport aux médias, et notamment faire du partage de revenus. Mais aussi, le Web3 toujours permet de valoriser et de sécuriser certains nouveaux modes d'action collective. On pense par exemple à la plateforme de vote Belenios, basée sur la blockchain, qui permet de certifier un vote et d'être sûr que les votants au vote électronique sont pourtant les personnes réelles qui ont voté, et de rendre plus compliqué en tout cas les possibilités de trucage d'une élection. On continue avec un article de Frandroid qui nous annonce que l'USB-C, la prise USB-C, norme USB 4, version 2.0 est arrivée, ce qui va permettre en fait de tirer parti des câbles USB-C 40 gigabits par seconde qui sont existants actuellement et qui sont ceux avec lesquels on branche la plupart de nos téléphones mobiles, pour atteindre à terme une vitesse de transfert 2 fois supérieure et aller jusqu'à 80 gigabits par seconde en bidirectionnel, donc dans les deux sens, ce qui permettra un transfert de données sans doute plus rapide entre un terminal et un ordinateur personnel par exemple. La norme continuerait d'être fonctionnelle d'ailleurs pour tous les autres téléphones qui n'atteindraient pas ces débits, mais qui permettraient d'utiliser les câbles néanmoins. On continue avec une information dispensée par 9to5 Google qui nous annonce que Google Home s'améliore et Google va prendre en charge ce qu'on appelle les device triggers. Qu'est-ce qu'un device trigger ? Simple, en fait, c'est un canal remontant qui part de l'appareil connecté et qui remonte des fonctionnalités vers l'assistant. L'article de 9to5 Google prend l'exemple d'une cafetière, par exemple, qui connecterait le Google Home et son travail de cafetière, et donc permettrait non seulement de piloter à distance le démarrage de la cafetière, mais aussi du côté de la cafetière de remonter l'information que le café est prêt et l'annoncer via l'assistant de Google. En créant ce mode bidirectionnel, Google s'implante un peu plus en tant que plateforme de support à tous les IoT, et c'est un enjeu majeur pour eux. Un article du Monde revient sur l'affaire Meta versus gouvernement britannique, puisque l'autorité de régulation du commerce britannique a interdit le rapprochement entre Giphy et Meta, maison mère de Facebook. Giphy, c'est le site où on peut créer et partager des gifs animés. Et en fait, l'autorité de la régulation de Grande-Bretagne a interdit à Meta de fusionner, et donc Meta doit revendre pour, on ne sait pas encore quel montant, mais ils l'ont acheté 400 millions d'euros. Là, ce qu'ils pensaient être sa filiale, Giphy, elle va devoir être revendue. On continue avec un article de iGeneration qui nous explique en fait les volontés de Netflix en termes de cloud gaming. Le cloud gaming pour Netflix, c'est clairement un relais de croissance à la constat que la VOD stagne et que pour les actionnaires il va falloir qu'on trouve des relais de croissance.
À l'heure où Stadia de Google ferme ses portes, Netflix croit vraiment que le jeu va asseoir la diversification de l'entreprise. Netflix a déjà d'ailleurs actuellement 35 jeux à son catalogue, 14 sont en développement, et a beaucoup d'ambition en tout cas pour le fait d'avoir des univers joints, c'est-à-dire de créer un jeu par exemple sur Stranger Things alors que on a la série dans le catalogue vidéo. Et c'est cet univers lié à l'univers cinéma que Netflix aimerait en tout cas développer pour asseoir sa notoriété dans le jeu. Est-ce que ce sera un pari payant? Wait and see. Dans le cadre de sa nouvelle formation au Metaverse, l'ECP, le SCP à Paris, je pense, a organisé avec les Échos et son partenaire NetExplo un cycle de conférences dédié à l'impact du métavers dans le monde du travail. Ainsi, moi je pointe dans l'article que vous pourrez lire une réflexion de Thomas Pontiroli, qui est journaliste aux Échos, et qui y a expliqué notamment qu'aujourd'hui le métavers ne s'est toujours pas démocratisé auprès du grand public, ça c'est pas rien de le dire, et a précisé qu'effectivement Meta attendait à la fin de l'année 500 000 utilisateurs mensuels, arrive péniblement à 200 000 sur Horizon Worlds après un an, et qui va devoir soit pivoter, soit trouver une manière d'attirer des consommateurs sur une plateforme qui aujourd'hui n'a pas de killer application qui permettrait d'intéresser les gens. Première nouveauté annoncée, pour susciter cet intérêt, Meta souhaite rendre cette Horizon Worlds disponible à plus de gens, même des gens qui n'auraient pas ce casque de réalité augmentée, et donc de le rendre disponible sur PC et smartphone, ce qui équivaudrait à dire qu'on va recréer un Habbo Hotel ou un Miiverse pour les gens qui étaient très Nintendo, et que ils espèrent que là-dedans va se créer un écosystème qui donnera envie aux gens de passer au casque et puis de passer à l'univers connecté. De nouveau, pari qu'on imagine payant, mais que pour le moment, je vous avoue que je suis un peu dubitatif. Enfin, on termine avec un article de Fredzone qui nous explique comment on peut préciser sur son compte Twitter qu'on est susceptible de présenter du contenu dit sensible, une fonction qui peut être utile aux gens qui voudraient partager du contenu un peu plus adulte, ou en tout cas aux médias d'information qui ont parfois partagé des images sensibles. C'est un pas à pas assez précis et complet de Frédéric Cavazza. C'est à peu près tout pour l'information d'aujourd'hui. Je vais donc te laisser avec ce fond musical. Je te laisse là, les internets. Sois prudent, fais attention et à demain, les internets.